Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vendredi 19 juillet 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Paralysie des activités à l'hôpital d'Onita, situé en commune Guichoubi de la province Gitega depuis 2 jours. À l'origine, le chef du service de renseignement de Guichoubi qui voulait à tout prix être soigné en premier aux dépens des autres malades. Désormais, aucun réfugié burundais du camp d'Omtenderi n'est plus autorisé à se rendre au marché qui les relie avec les Tanzaniens. Une décision qui émane de l'autorité du camp et qui date de ce jeudi 18 juillet. Et enfin, dans notre série de reportages sur le secteur de la santé, aujourd'hui nous vous parlerons du sida qui est un des défis majeurs auxquels fait face le secteur de la santé au Burundi. Voilà pour le sommaire. Josiane Mouzaneza est à la présentation de ce magazine que vous pouvez également retrouver sur notre site web le www.rpa.bi ou sur nos différents comptes, à savoir Twitter, YouTube et SoundCloud. Vous pouvez également demander à recevoir les informations de la RPA en nous envoyant un message WhatsApp au numéro suivant, le plus 49 151 294 16 348. Lucie Kabera assure la mise en onde. Inès Gakiza est à la prise d'image. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page Droits de l'homme où un enseignant de la commune de la province Rumongue est incarcéré au cachot de la police judiciaire située au chef-lieu de la province Rumongue. Depuis ce jeudi, il est accusé de s'être opposé à un probable troisième candidature du chef de la colline Karonda. Côté population, elle juge ces accusations injustes et non fondées. Plus de détails avec Emmanuel Ndaishimi. Cet enseignant détenu est connu sous le nom de Pascal Ndongutse. Il enseigne dans la province Rutana et membre du parti CNDD-FDD. Pour le moment, il était en vacances à Karonda, sa colline natale en commune et province Rumongue. Les informations en provenance des Imbonerakure si la colline Karonda indiquent que Pascal Ndongutse est accusé d'avoir déclaré que Frida Ndairagije, chef de colline Karonda, ne devait pas figurer sur la liste des candidats des chefs collinaires pour un troisième mandat. Pascal Ndongutse a tenu ses propos si la route goudronnée à un lieu appelé Kwirigara, un lieu de rassemblement des Imbonerakure. C'était mercredi dernier. Pascal Ndongutse affirme avoir tenu les 10 propos, mais qui selon lui ne devait pas être qualifié d'infraction comme l'indique l'un des Imbonerakure de la colline Karonda. Pascal Ndongutse est à présent incarcéré au cachot de la police judiciaire au chef-lieu de la province Rumongue. La population de la colline Karonda plaide pour sa libération immédiate. À ce propos, nous avons essayé de contacter par téléphone Célestin Nitanga, administrateur de la commune Rumongue, mais sans succès. Emmanuel Ndaishimi. De la page droits de l'homme, passons à la page justice, où le non-respect du code de procédure pénale est à l'origine de la surpopulation carcérale dans les différentes maisons de détention du pays. Maître Gustave Nyonzima nous explique la réglementation de détention préventive. On parle de la détention préventive quand un prévenu est incarcéré. De prime abord, on commence par les cachots de la police dans la procédure qu'on appelle la garde à vue. La garde à vue dure 7 jours lorsque les OPJ sont à la recherche des preuves et des éléments de culpabilité à l'endroit du prévenu. Lorsque les 7 jours sont expirés, soit l'OPJ peut prolonger 7 jours supplémentaires, donc ça fait 14 jours, ou relâcher illico prestissimo le prévenu. 2 fois, on constate que les 7 jours sont prolongés de façon supplémentaire jusqu'à 14 jours. Lorsque les 14 jours sont expirés au niveau de la garde à vue, le code de procédure pénale exige que l'OPJ transfère le prévenu au niveau du parquet selon le privilège de juridiction de la personne arrêtée. Alors, au niveau du parquet, soit le ministère public via le substitut de la République
instruit de nouveau en interrogeant le prévenu et lorsqu'il constate qu'il n'y a pas des éléments de culpabilité à l'endroit de ce prévenu, il le relâche. Soit peut constater qu'il y a des indices sérieux de culpabilité à l'endroit du prévenu et dans ce cas, il prend la décision d'émettre un mandat d'arrêt provisoire afin que le prévenu puisse être transféré à la prison centrale. Alors, le code de procédure pénale exige que lorsque le prévenu est transféré à la prison centrale, le ministère public, via le substitut qui a émis le mandat d'arrêt provisoire, a le devoir de convoquer le dit prévenu en délai 15 jours à partir de son transfert à la prison centrale. Et lorsqu'il revient dans les 15 jours, il est transféré directement au niveau de la chambre de conseil du tribunal qui est parallèle au parquet ayant émis le mandat d'arrêt provisoire. Et au niveau du tribunal, c'est-à-dire la chambre de conseil, c'est pas l'audience publique, mais c'est une audience qui se fait au niveau des bureaux des juges. Donc, dans ce cas, il y a cette audience, le prévenu est accompagné par un avocat de son choix. Et le juge peut constater au niveau de l'instruction que le prévenu est blanc comme neige et le relâche, ou bien il peut le maintenir en détention. Et le prévenu a le droit, conformément au code de procédure pénale, de faire appel de cette décision au niveau de la cour d'appel en délai 48 heures. Et la cour d'appel, au niveau de la chambre de conseil, saisit de cette affaire immédiatement ce qu'on appelle toutes les affaires cessantes. Et l'autre raison de surpopulation carcérale, selon toujours maître Gustave Niyonzima, est la non-exécution des jugements, un aspect que nous aborderons dans nos éditions de ce samedi. Dans l'entretemps, le ministère de la Justice a reconnu cette surpopulation carcérale dans un discours tenu ce jeudi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des prisonniers en province Gitega. La ministre Léontine Kanyana a fait savoir que les maisons de détention comptent actuellement plus de 10 000 prisonniers, tout en précisant que plus de la moitié d'entre eux sont des prévenus. Parlons à présent santé, où le fléau du sida fait partie des défis majeurs auxquels fait face le secteur de la santé au Burundi. Dans notre série de reportages sur le secteur de la santé, aujourd'hui nous vous parlerons des lacunes et imperfections qui ont souvent caractérisé la lutte contre cette maladie, bien qu'un pas ait été franchi dans la lutte et le suivi des séropositifs. Rachel Kagissier, reportage. Observé au Burundi depuis les années 80, le premier cas de sida a été dépisté en 1983. Depuis lors, la situation n'a cessé de s'aggraver. Déjà en 2002, 390 000 personnes étaient porteuses du virus au Burundi, selon le rapport de l'ONU-SIDA. En 2017, le taux de séroprévalence nationale était estimé à 0,9%. Mais ce taux varie d'une province à une autre. Pour pallier à ce fléau du VIH-Sida, l'ONU-SIDA projette que chaque personne dépistée positive au VIH-Sida ait accès à un traitement antirétroviral. Le Burundi se compte parmi les pays qui ont atteint le stade de distribution des antirétroviraux aux personnes porteuses du virus. En 2015, 57% des personnes vivant avec le VIH-Sida étaient sous le traitement antirétroviral selon les données du ministère de la Santé, tandis que seuls 20% des enfants bénéficiaient de ces traitements. À côté de ce petit pas franchi, nos sources au sein du ministère de la Santé déplorent certaines lacunes. Les personnes vivant avec le VIH-Sida se plaignent du manque de certaines molécules et le manque du test régulier suite à l'insuffisance d'appareils de suivi et les pannes du peu du matériel déjà existant. L'exemple le plus frappant étant celui des appareils pour détecter le virus pour les nouveau-nés, PCR dans le jargon médical. De plus, la mauvaise gestion du financement qui gangrène le secteur de lutte contre le VIH-Sida est souvent décriée par les organisations de la société civile du domaine. Cette dernière a été matérialisée en 2017 par le retrait au ministère burundais de la Santé, la gestion des fonds du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
Merci à toi Rachel Kagissier. Les activités sont paralysées à l'hôpital d'Onita de la commune Guichoubi, province Gitega, depuis hier soir. Pour cause, le chef du service de renseignement de Guichoubi a exigé qu'on le soigne en premier, mais en vain. Jusque dans l'après-midi de ce vendredi, tous les employés de l'hôpital d'Onita étaient sous interrogatoire au bureau de l'officier de police de Guichoubi. L'on vient de me faire signe que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de ce magazine. Et puis le directeur des évaluations du système éducatif burundais est reproché par les parents d'élèves de la municipalité de Bujumbura de ne pas accomplir convenablement sa mission. Ces parents se réfèrent notamment au fait que, suite à l'absence de ce directeur, beaucoup d'élèves viennent de passer plusieurs jours à la recherche des certificats de fin des cycles, des certificats auxquels cette autorité devait apposer sa signature. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Adrien Sabouchimik est entré dans ses fonctions en tant que directeur du bureau des évaluations du système éducatif depuis le 12 juillet dernier. Il est nommé par le décret présidentiel numéro 100/118 du 12 juillet 2019. Les parents d'élèves de la municipalité de Bujumbura qui sollicitent des documents officiels comme les attestations et certificats de fin d'études ou de cycle accusent à ce directeur de manquement à sa mission. Moi et mes 2 enfants, nous nous présentons chaque jour au bureau, mais il n'y trouve personne pour nous servir. Et si nous approchons le directeur, la réponse est qu'il se rend dans une réunion de travail. L'absence abusive de ce directeur à son poste de travail entraîne aujourd'hui de diverses conséquences, de retard surtout chez les postulants à l'ISCAM ou encore ceux qui veulent aller poursuivre leurs études à l'étranger. Tenez, certains aimeraient faire inscrire leurs enfants à l'ISCAM, mais il y a au moins 200 personnes à attendre les documents requis. Par exemple, moi, je vais envoyer mon fils étudier à l'étranger, mais nous ne sommes pas servis et j'enregistre un retard à l'ambassade. Contacté à ce propos, Adrien Sabouchimike, directeur du bureau des évaluations du système éducatif, a donné le rendez-vous de lundi prochain pour régler toutes les questions éventuellement relatives à ses attributions. Innocent Valentin Singilangabo, gouvernance toujours. Les habitants de la commune Gihanga en province Bubanza se révoltent contre les contributions qui leur sont imposées, soi-disant pour les élections de 2020. Une révolte motivée par la suspension de telles contributions par le président de la République. Ce dernier avait annoncé que seuls les volontaires et ceux qui n'ont jamais contribué pour cette fin sont concernés. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. La réunion de ce jeudi était dirigée par tous les chefs collinaires du village de la paix en commune Gihanga. Les habitants de ce village indiquent que cette réunion avait pour objectif de leur infliger l'obligation de contribuer pour les élections de 2020. Témoigne notre source à Gihanga, Elema. Il était vers 15h de ce jeudi et la réunion était présidée par tous les chefs collinaires. Il s'agit de ceux de la première avenue, la deuxième, la troisième et celui de la colline Gahahe. L'objectif de la réunion était de nous transmettre le message comme quoi nous devons contribuer pour les élections. Il y aura des agents chargés de collecter la dite contribution et chacun bénéficiera d'un reçu. Celui qui n'aura pas ce reçu sera considéré comme un opposant. Tous les habitants de ce village sont alors contraints à s'acquitter de cette contribution. Chaque habitant et chaque ménage doit contribuer à hauteur de 1000 francs. Il sera donc question de détecter la tendance politique des uns et des autres et ceux qui n'auront pas obtempéré à la mesure seront chassés de ce village. Par rapport à la suspension des contributions électorales par le chef de l'État, la réplique leur a été qu'il s'agissait d'un langage administratif, mais qu'en réalité, ils sont obligés de contribuer jusqu'au jour des élections. Concernant le discours à la nation du président de la République, ils nous ont expliqué que c'était un langage administratif et qu'il faut continuer à contribuer puisque le montant voulu n'est pas encore atteint. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Léopold Daïsaba, administrateur de la commune Gihanga, mais il n'a pas décroché son téléphone.
humura Burundi. En parlant à présent réfugiés où une découverte où a eu lieu la découverte la nuit de ce jeudi d'un corps d'un homme non encore identifié aux alentours du camp des réfugiés burundais d'Omtenderi en Tanzanie. Le cadavre était à l'état de décomposition avancée. Pour le moment, le corps du défunt repose à la morgue située à l'intérieur du camp d'Omtenderi en attendant une éventuelle identification. Toujours à Omtenderi, les réfugiés burundais de ce camp ne sont plus autorisés à quitter leur camp pour se rendre au marché qui les relie avec leur hôte tanzanien. C'est du moins la décision prise ce jeudi par le responsable du camp, une mesure qui a beaucoup surpris les réfugiés, d'autant plus qu'ils en ignorent toujours les raisons. C'est un reportage signé Balthazar Mibour. Selon les réfugiés du camp de Mutenderi, la décision concerne tous les mouvements d'entrée et sortie du camp. Le camp de Mutenderi depuis hier est fermé à toute circulation. Non seulement les réfugiés ne sont pas autorisés à sortir, mais aussi les Tanzaniens ne peuvent pas entrer dans le camp. C'est une décision prise par le représentant du gouvernement tanzanien au camp de Mutenderi. La représentation des réfugiés indique que la mesure concerne uniquement les sorties pour les marchés situés à l'extérieur du camp qui rassemblent les Tanzaniens et les réfugiés. La mesure concerne les billets de sortie pour se rendre au marché. Aujourd'hui donc, aucun réfugié n'a reçu le billet qui l'autorise à se rendre à ce marché. Mais les billets pour se rendre ailleurs qu'au marché ont été décernés. Même si les raisons de cette mesure ne sont pas connues, les répercussions en sont énormes pour les réfugiés. On ignore encore le pourquoi de cette mesure. Même si on le demande, on ne reçoit pas de réponse claire. Les conséquences ne manquent pas. Il y a par exemple des réfugiés qui souffrent de maladies chroniques et qui ont besoin d'un régime spécial. Cette mesure intervient 5 mois après la décision de fermeture dans tous les cas en Tanzanie des marchés Muungano qui réunissaient les réfugiés et les citoyens tanzaniens. Une décision prise par le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa qui reprochait aux réfugiés burundais d'être à l'origine de l'insécurité dans les localités de leur cas d'hébergement. Merci à toi Balthazar Mibouro. Revenons à notre dossier concernant l'hôpital d'Onita où les activités sont paralysées depuis hier soir. Pour cause, le chef du service de renseignement de Guichoubi a exigé qu'on le soigne en premier mais en vain. Jusque dans l'après-midi de ce vendredi, tous les employés de l'hôpital d'Onita étaient sous interrogatoire au bureau de l'officier de police de Guichoubi. Emile Nivasumba, reportage. Jusqu'à 15h, les employés de l'hôpital Niita étaient toujours devant le bureau de l'officier de police judiciaire à Guichoubi. Les témoins rapportent qu'ils étaient convoqués pour donner des explications sur ce qui s'était passé dans leur hôpital ce jeudi soir. Dans cette soirée, vers 19h, le chef du service de renseignement de Guichoubi, prénommé Étienne, était passé par là. Étienne de la documentation s'est introduit dans la salle de consultation sans toquer à la porte. Le docteur était en pleine consultation et il lui a dit qu'il avait aussi besoin de se faire soigner. Le docteur lui a répondu d'attendre pour qu'il termine d'abord avec le premier patient. Cependant, il s'est vite dirigé vers la salle d'accouchement. À l'intérieur, une femme était en train d'accoucher. Un des infirmiers s'est alors interrogé sur cet homme qui se permet d'entrer dans la salle d'accouchement sans en avoir la permission. On lui a signifié que c'était le patron de la documentation. Puis il a dit que quoi qu'il en soit, il n'avait pas le droit d'entrer dans la salle d'accouchement. Étienne ne s'est pourtant pas arrêté là. Il s'est par la suite introduit dans la salle d'opération. Le docteur qui était en train d'opérer un patient est sorti tout de suite, laissant le patient sur la table. Étienne est également sorti et s'est introduit cette fois-ci dans la pédiatrie. C'est ainsi que l'on a décidé de l'enfermer à l'intérieur. Les activités ont ensuite été interrompues à cet hôpital jusque dans la journée de ce vendredi. Nous ne savons pas encore le contenu de l'interrogatoire chez l'OPJ de Guichoubi, mais les sources sur place indiquent que les employés de l'hôpital d'Onita étaient accompagnés de leur avocat. Nous avons appelé Étienne, chef du service national de renseignement à Guichoubi, et l'administrateur de cette commune, Janine Habarugira, mais tous les deux nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient nous fournir aucune information au téléphone.
Merci à toi, Émile Nibasumba. Et voilà, chers fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 19 juillet 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à Lucie Kabila qui ont assuré la mise en onde, sans oublier Inès Gakidza qui était à la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.